Ciao à tutti et bienvenue sur le podcast Calcio Azzurro pour un épisode consacré à la Fiorentina, une Fiorentina qui, après un début de saison un peu moyen, est lancée maintenant depuis un petit mois dans une série de victoires particulièrement intéressantes. Et pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Théo Contou. Salut Théo. Ciao Gilbo, salut tout le monde. Voilà mon petit Théo. Alors la Fiorentina, bah, c'est une des belles histoires de cet automne. Une équipe qui vient d'obtenir contre le Torino sa septième victoire d'affilée, toute compétition confondue, et qui pointe désormais à la quatrième place du classement, même troisième si on veut, à égalité avec l'Atalanta. Est-ce que au moment où Paladino est arrivé cet été, est-ce que tu t'es dit, tiens, ils vont passer à faire un upgrade par rapport à Italiano et aller chercher, disons, une place dans la lutte pour la Ligue des Champions? C'était un sacré jeu des chaises musicales quand même cette nomination de Paladino, puisqu'il y a Italiano qui est parti, qui a changé de club, Pioli qui s'est en allé, Paladino qui allait partir, Nesta qui arrivait à Monza, et du coup, je dis pas qu'il arrive un peu dans l'inconnu, mais je me dis surtout, il hérite d'une équipe qui vient de perdre deux finales de Coupe d'Europe de suite, qui est prometteuse depuis le retour aux affaires de Comiso, mais qui n'arrive pas forcément à confirmer. Et je me dis surtout, voilà, quel va être le mercato, quelle va être la direction prise, parce que la Fiorentina perd beaucoup de ses talents. Elle avait encore perdu Nico Gonzalez l'été dernier, elle a du mal à les garder, donc est-ce qu'elle va changer de stratégie? Comment est-ce que ça allait se profiler? Il y avait eu Vlahovic aussi. Donc non, j'étais surtout curieux de voir ça, surtout que Paladino, c'est un joueur que j'ai vu jouer sur la toute fin de sa carrière au Genoa, si je dis pas de bêtises, qui est un entraîneur quand même assez jeune. Donc j'étais curieux et bon, force est de constater que là, après quelques semaines, c'est quand même une très très belle surprise, la Fiorentina. Ouais, voilà, c'est une belle surprise et on va dire le début a été un petit peu poussif, hein, parce que ils étaient atteints un petit peu d'un mal qu'en Italie on nomme pareggite. Beaucoup de matchs nuls au début, une Oui. qualification très très poussive seulement au tir au but en play-off de Conference League contre les modestes Hongrois de l'Académie Puskás. Et on se dit, bon, bah, finalement, Palladino, il a peut-être pas les capacités pour passer de Monza à la Fiorentina. Et puis, il y a eu ce changement tactique, parce que c'est tout par de là, en fait. Il débute avec la tactique qu'il avait à Monza, donc on est sur une sorte de 3-5-2, 3-4. 2-1 et là, il voit que ça marche pas et il revient à une défense à 4 avec un 4-2-3-1 qui parfois fait 4-5-1, mais enfin bon, il y a eu le déclic et ce déclic depuis, bah, c'est une équipe qui gagne 7 matchs d'affilée et c'est quand même assez impressionnant. Ce qui est surtout surprenant dans cette équipe, c'est l'alliance vraiment très réussie entre des joueurs confirmés, des joueurs qui se relancent et des espoirs, mais le noyau et vraiment le point commun de tous ces joueurs-là, c'est qu'ils connaissent très bien la Serie A. T'es allé chercher un Moiskin qui justement ne demandait qu'à relancer sa carrière en Italie après avoir réussi à l'Hellas Vérone et à la Juve. Un Robin Gosens qui s'est exilé après l'Atalanta à l'Union Berlin, mais pour qui ça n'a pas forcément pris. Des joueurs comme Bové qui demandaient du temps de jeu. Des joueurs comme Kolpani qui étaient prometteurs. Comme Yacine Adli qui était un peu dans la même situation que Bové. Donc c'est des transferts qui n'ont pas forcément de lien les uns entre les autres quand ils arrivent tous à Florence, mais qui au final donnent cette équipe relativement équilibrée et avec surtout, je trouve par rapport aux saisons précédentes pour la Fiorentina, des doublures. Ça c'est quand même quelque chose de non négociable. Quand une équipe comme la Fiorentina peut se dire Moiskin va marquer parce que Gudmundsson est blessé, on est loin de cette époque où la Fiorentina, lorsqu'il manquait un ou deux gros joueurs, ça redevenait une équipe qui difficilement pouvait accrocher une Coupe d'Europe. Ouais, non, non, c'est ça, c'est un vrai mix entre différents types de joueurs qui sont arrivés. Et Palladino, quand même, il a aussi fait, on va parler après des recrues et des joueurs clés, mais il a aussi mis sur la touche certains éléments qui étaient des hommes forts d'Italiano. Je pense en particulier à Martinez Cuarta, qui avait fait une super saison et qui là maintenant est remplaçant, ou même à Biraghi, qui était capitaine et qui là a été déclassé à titre de remplaçant. Donc il a coupé un petit peu la tête à la période Italiano. Et comme tu l'as dit, il a fait un mercato qui aurait pu paraître dangereux. Et il y a deux joueurs vraiment qui ressortent parmi les arrivées que je trouve moi exceptionnels et qui refont venir un petit peu à cet adage qui dit que le football, c'est un très bon gardien de but et un attaquant qui plante.
Et bah là, on les a avec David Derrea et Moise Kean devant. C'est assez fou, ouais. De Gea, pour le coup, j'avais vraiment suivi toute sa préparation l'an dernier sur les réseaux sociaux. Il était aux quatre coins du monde pour se préparer. Il avait refusé des offres de championnat qu'on peut qualifier d'exotiques parce qu'il avait vraiment envie de revenir dans un club du top 5. Et son arrivée, elle est plus que sur la pointe des pieds. Quand tu t'appelles David De Gea et que ton premier match de retour après une année de césure, c'est un tour de Conference League, d'un tour de barrage de Conference League face à la Puskás Academy. Je pense qu'il faut se mouiller la nuque. Il faut avoir vraiment une certaine dose d'humilité pour dire que voilà, on n'est plus le gardien qui joue à Old Trafford tous les week-ends. On va devenir une superstar d'un club, pas local d'Italie, mais qui n'est plus habitué à jouer les premières places. Et force est de constater que c'est énorme ce qu'il fait depuis le début de saison. On peut retenir son double arrêt sur penalty face à l'AC Milan, mais la globalité est quand même assez stratosphérique. Ça fait vraiment passer un cap à cette Fiorentina-là, qui même si sur les dernières saisons avait eu des Alban Lafont, des Terracciano, des gardiens qui soit étaient déjà confirmés en Serie A, soit avaient cette notion d'avenir prometteur, c'est incomparable. C'est vraiment un rang d'écart qu'il y a avec David De Gea. Et puis pour Moise Kean, c'est une vraie belle surprise, surtout encourageante pour la nationale et dont on parle souvent dans ces émissions, parce que voilà, il a déjà implanté 5 buts depuis le début de la saison, ses records personnels avec les Las Véron lors d'une saison, avec la Juve lors d'une autre, c'est 6 buts, donc il est potentiellement à un seul petit pion de d'égaler déjà ses records personnels en Serie A, alors qu'on est seulement en novembre, donc ouais, t'as raison, le plus simple parfois, et notamment pour la Fiorentina cette saison, c'est d'avoir un gardien qui arrête tout et un attaquant qui plante. Ouais, voilà, et pour finir ce Moise Kean, donc c'est 8 buts, toutes compétitions confondues. Et tu as vraiment cette impression d'un garçon qui finalement s'éclate à fond où il est et qui s'y plaît, quoi. C'est beau à voir, quoi, parce que c'est quand même un de nos grands talents, un de nos gros potentiels en attaque du côté de la nationale. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et dans le reste du mercato, tu as donc des joueurs qui avaient un petit peu besoin de revanche. Je pense un petit peu à Yacine Adli, même s'il est un petit peu jeune. Bah, disons, à Milan, tout le monde l'adorait, mais on lui a pas réellement donné sa chance. On l'a pas installé. Bové à la Roma, pareil, De Rossi, il a dit bon, s'il y en a un qui peut partir, c'est lui. Donc bon, c'est pas très sympa. Bon, on lui a quand même rendu la monnaie de la pièce à la Roma lors du 5-1. Et puis, tu as ce Cataldi, pareil, qui a été un petit peu viré comme un malpropre de son club de toujours. Et là, tu as trois revanchards au final qui s'imposent au milieu de terrain. Et je trouve que ça aussi, c'est une réussite de Paladino. C'est un beau message et c'est surtout la preuve que tous les profils peuvent être intégrés dans une équipe où le coach a envie de les faire jouer. Richardson aussi, qui avait fait une super saison avec Le Havre la saison dernière, s'est très bien intégré à cette équipe-là. Non, c'est pas Le Havre, c'est C'est Reims, à pardon. Reims, ouais, il était là-bas. Donc non, la finalité de tout ça, c'est que ouais, il y a ce mix de profils qui sont capables de se relancer et des joueurs qui connaissent aussi bien la Serie A. Cataldi, moi, je le trouve beaucoup plus intéressant à la Fiorentina, plutôt que je le trouvais pas moyen, mais il rentrait vraiment dans cette liste très large des milieux de terrain qui auront peut-être une ou deux sélections avec la nationale et qui auront très vite ce plafond de verre, chose vers laquelle il semblait aller tout droit en restant à la Lazio. Et ouais, il se relance vraiment à la Fiorentina. Bové, c'est encore autre chose. Il est très jeune. Moi, c'est toujours un joueur que j'ai trouvé bien plus performant qu'un Brian Cristante, par exemple. Et là, quand on voit la place qu'a aussi donnée aux jeunes à la Roma, parce qu'il y a un Tommaso Baldanzi juste devant, qui est pas bien plus, qui est pas bien plus âgé, qui est même plus jeune que Beauvais. Donc oui, et puis après Adli c'est encore différent parce il y a une option d'achat et de ce qu'on entend là sur ces dernières apparitions médiatiques, peut-être que la Fiorentina c'est une bonne occasion pour le relancer, mais qui reviendra avec encore plus d'énergie et de hargne pour l'AC Milan. Mais c'est sûr que voilà, il a été blacklisté pendant une partie de saison avec Pioli, il a joué enfin la saison dernière et là Fonseca est arrivé, a dit je compte pas sur toi. Donc oui, il y a quand même cet esprit-là. Je pense que c'était peut-être une des clauses pour atterrir à la Fiorentina cet été. Il fallait avoir soif de revanche et Paul Palladino a su vraiment bien utiliser cette chose-là pour amener la Fiorentina là où elle est, c'est-à-dire dans le top 4. Ouais, t'as ça. Et puis bon, t'as un joueur, en fait, on en parle un petit peu moins, mais que je trouve qu'il est en train de faire un début de saison vraiment impressionnant. Et d'ailleurs, il a relégué un espoir italien, Kayode, sur le banc, on va dire de façon définitive. C'est le Brésilien Dodo au poste de latéral droit. Il avait été blessé la saison passée, si je me trompe pas. Et là, il est en train vraiment de montrer tout le talent qu'il avait déjà montré au Shakhtar Donetsk par le passé. Bah, cette charnière centrale, enfin cette charnière, ce bloc à 4 derrière, il avait surtout
subi cette inexpérience sur les deux dernières finales en Europa League. Dodo avait eu du mal il y a 2 ans, Ranieri avait été en difficulté aussi, et c'est des joueurs qui ont grandi avec cette Fiorentina-là, même s'ils n'ont pas été formés. C'est des profils intéressants. Dodo, c'est vraiment un profil explosif. Dans le 3-5-2, il était à sa place. Et là, dans ce système à 4, il arrive aussi à se mettre un peu moins en avant pour laisser des joueurs comme Ikoné ou comme les autres ailiers de la Fiorentina exploser devant. Donc, non, c'est intéressant de le voir. Et puis c'est surtout quand tu arrives à garder des joueurs comme ça après des déceptions, des désillusions, et qui goûtent enfin à pas cet avant-goût du sommet, mais cette vraie revanche de succès, je pense que ça peut que être une bonne chose parce que Dodo, c'est pas qu'on attendait que ça, mais des profils des latéraux brésiliens qui ont explosé sur une très courte durée. Moi, je pense à Brian Perez aussi du côté du Torino, mais qui n'ont pas été capables de confirmer. Il y en a beaucoup. Donc, si le latéral de la Fiorentina peut prouver le contraire, qu'il est capable de revenir après des grosses défaites et capable de s'adapter à différents systèmes de jeu, ça peut que être une bonne chose pour la Fiorentina. Ouais, voilà. Et pour la petite info, il est présélectionné en équipe du Brésil, donc je ne sais pas s'il va être pris dans le groupe, mais en tout cas, il arrive dans le giron de l'équipe nationale. Donc là aussi, c'est un petit plus. Alors, tu as un joueur on en parle encore moins, et moi, je trouve que c'est dommage. C'est un petit jeune, tu vois, il a que 19 ans, il vient de s'imposer en défense centrale. En plus, il est vraiment originaire de mon coin, au Frioul. C'est Pietro Comuzzo, donc, qui vient d'intégrer l'Italie U21. Et ça aussi, je trouve que c'est quand même fort parce que donc il met sur le banc un Martinez Cuarta. Et on a finalement un autre défenseur qui va peut-être exploser, qui est en train d'exploser en tout cas, même pour la nationale. Et c'est un petit plus. En tout cas, le garçon, il s'impose très bien. On dirait un peu un stopper un petit peu à l'ancienne et très fort sur l'homme. Et voilà, je voulais avoir un petit peu ton avis, vu que c'est vrai que la presse ne le met pas du tout en avant, quoi. Bah, c'était une vraie nécessité de la renouveler, cette charnière centrale. Martinez Cuarta et Milenkovic ont été portés très très haut sur les dernières saisons. Pour le Serbe, on le voyait même à la Juve et pendant un certain moment. Bon, il est à Nottingham Forest cette saison, donc forcément qu'on est en droit de remettre ses qualités, notamment défensives, dans le duel, un contre un, chose que Camuzzo maîtrise vraiment plus. Donc c'est une bonne chose, c'est une vraie évolution. De toute façon, cette génération U20 italienne est quand même relativement pétri de talent, même les plus jeunes encore. Je pense à Simone Pafundi et toute cette génération-là le sont aussi. Donc, bousculer la hiérarchie, c'est souvent ce qui est quand même à l'initiative peut-être pas d'une révolution pour une équipe, mais d'un pas vers l'avant qui est franchi. Le départ de Milenkovic, le retrait de Quarta et l'arrivée soit des jeunes joueurs, soit d'un Ranieri qui est aussi de plus en plus repositionné dans l'axe cette saison, ça passe aussi par là les grands changements de cette Fiorentina et c'est en plus de tout l'effectif, un autre point fort à rajouter effectivement au compteur de cette équipe-là. Ouais, non, non, c'est vraiment intéressant. Puis ben, je trouve qu'il bonifie en plus Ranieri à côté de lui. Ranieri qui est en train peut-être de devenir aussi le capitaine du futur de cette Fiorentina. Et on est en train de parler d'une équipe qui fait tout ça, tous ces résultats-là, quasiment sans son meilleur joueur, ou du moins le joueur qui était le plus attendu au mercato, Gudmundsson, qui a quasiment pas joué cette saison pour cause de blessure. Ouais, 3 petits buts pour l'Islandais, c'est vrai que c'est assez famélique pour l'instant, mais c'est un joueur qui aurait dû quand même passer par-dessus le dos d'un Beltran et d'un Moiskin. Donc forcément, tu as déjà ces deux aspects-là à prendre en compte. Et puis oui, l'équipe se débrouille bien sans elle, même si c'est souvent des milieux offensifs, des relayeurs qui sont à la place de Gudmundsson et prennent un peu ce rôle de joueur offensif. Je pense à Colpani notamment. La finalité est que c'était un joueur tellement explosif et intéressant au Genoa la saison passée. Je pense qu'il retrouvera progressivement ce rôle-là titulaire quand il sera de retour de blessure. Maintenant, c'est vrai qu'il faut bien l'admettre, la Fiorentina joue bien sans lui. Et c'est étonnant tant ce joueur du Genoa était courtisé par toutes les grosses écuries italiennes. On s'attendait forcément à ce qu'il ait du temps de jeu, qu'il joue et qu'il soit régulier. Il a fait ses preuves avec la Fiorentina. Maintenant, il manque plus que les pépins physiques le laissent tranquille. Ouais, voilà, il lui faut un petit peu de continuité. Puis Godmanson, bon, bah, on va pas trop en parler, mais bon, c'est vrai qu'il a eu aussi des histoires en Islande où il a quand même été accusé de violence ou de viol, enfin, je sais plus trop, mais enfin, ça c'est rentré dans l'ordre dans le sens où le jugement a été en sa faveur. Mais je pense que ça l'a aussi un petit peu travaillé. Donc, on va voir ce que ça va faire avec un Godmanson en plus. On peut s'attendre à une Fiorentina qui peut aller un petit peu plus haut encore. Donc déjà en étant déjà quatrième, c'est déjà pas mal. Juste comme ça, il y a sur cette Fiorentina, il y a
au niveau statistique, il y a quelques points qui sont intéressants, je trouve. C'est qu'elle fait aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Donc, elle a eu qu'une seule défaite. C'était à Bergame contre l'Atalanta dans un des plus beaux matchs de ce début de saison, où elles se sont vraiment rendues coup pour coup. Et mine de rien, on parle du troisième et du quatrième du championnat. Et ça marque beaucoup de buts. On est à plus de 2 buts de moyenne par match. Et ça en prend très peu. C'est la troisième meilleure défense. Toi, avec des données statistiques comme ça, qu'est-ce que tu penses? Tu te dis que cette équipe, elle a encore moyen d'aller chercher quelque chose en plus? On peut imaginer, pourquoi pas, gagner finalement cette Conference League ou accrocher une Ligue des Champions en fin de saison. Ah, le grand dilemme pour une équipe comme ça, aussi jeune et qui se construit de manière aussi vite, ça va être le fameux choix entre la Coupe d'Europe et le championnat qui va pas s'opérer maintenant parce qu'on est encore un peu trop tôt dans la saison, mais qui va devoir plus tomber un peu comme une épée de Damoclès entre février et mars. C'est à ce moment-là, je pense que ça se jouera véritablement parce que on parle d'une Conference League où les deux grosses têtes d'affiche sont Chelsea et la Fiorentina, un Chelsea qui s'est même passé de joueurs comme Cole Palmer ou d'autres grosses superstars pour la phase de poule. La Fiorentina, pour l'instant, réussit aussi un sans faute. Donc, il va y avoir des décisions fortes à prendre. Maintenant, je pense que Palladino a envie d'aller peut-être pas laver cet honneur parce qu'il n'était pas là lors des deux précédentes finales, mais de montrer qu'il est capable d'insuffler une dynamique différente. Les deux finales que perdent respectivement face à West Ham et l'Olympiakos, la Fiorentina, sont vraiment des défaites d'un club inexpérimenté en Europe, entre des changements hasardeux en fin de rencontre et une gestion du match un peu trop peureuse. Peut-être que Palladino, avec justement tout ce football offensif et cette manière de jouer assez décontractée qu'il propose là, sera capable d'insuffler quelque chose de différent. Donc ça, pour moi, ça peut être une équipe qui peut encore aller jouer la Conference League. Pour la Serie A, ça va être plus compliqué. Il y a des grosses surprises comme le Napoli qui ne joue pas de Coupe d'Europe et qui ont donc ce luxe de pouvoir se concentrer un match par semaine uniquement. Et il y a aussi tout ce beau monde qui presse derrière, l'Atalanta, l'Inter, la Juve, et peut-être l'AS Roma et l'AC Milan s'ils se réveillent en deuxième partie de saison. Ça me semble être plus relevé pour la Fiorentina, même si ils arrivaient à aller prendre directement une Europa League ou une Ligue des Champions plutôt qu'une qualification pour la conférence, comme c'est le cas sur les deux dernières saisons. Ça serait déjà un step-up pour ce club-là qui, même s'il est européen maintenant depuis l'arrivée de la Conference League, on a pu revu en Europa League ou en Ligue des Champions depuis un petit bout de temps quand même. Ouais, non, mais en tout cas, c'est intéressant. Et puis voilà, il y a vraiment une curiosité autour de cette équipe. D'ailleurs, au niveau du calendrier, ils ont 2 matchs abordables. Enfin, on parle sur le papier, ils jouent Vérone et puis ils vont jouer à Com. Avant le choc, le big match, enfin celui qui va peut-être montrer quelles vont être les vraies ambitions de l'équipe. Le 1er décembre, la Fiorentina va recevoir l'Inter. Et ce sera vraiment le choc qui nous permettra de savoir où va aller cette équipe de Palladino. Et pour la petite vraiment curiosité, quand Palladino, après le match face au Torino, il dit bah, moi, ces garçons, j'aurais même pas besoin de les entraîner tellement ils me donnent satisfaction et ils s'autogèrent eux-mêmes. Palladino leur avait proposé après le match, est-ce que vous voulez un jour de repos avant de partir à Chypre jouer la poêle? Les gars lui ont dit non, non, coach, on s'entraîne et on se prépare pour le match de Conference League. Donc, tu as quand même aussi la mentalité qui fait que c'est une équipe qui a l'air de vivre très bien. C'est une dynamique vraiment différente. Puis si on compare par rapport aux chiffres de la saison dernière, la Fiorentina, elle était huitième à ce moment-là lors de l'exercice précédent et elle avait 4-5 points de moins. Donc c'était pas les mêmes ambitions, c'était déjà une Conference League à jouer, c'était pas le même groupe. Donc peut-être qu'il y a aussi ce changement qui a été fait là avec ce vent de fraîcheur qui a été insufflé par les arrivées. Espérons que ça dure parce que c'est vrai que cette Fiorentina-là, quasiment sur le sommet de l'Europe sur les deux dernières saisons, échoué à la dernière marche, c'est frustrant et ça permettrait aussi de récompenser un projet apporté par un investisseur italien en la personne de Comiso qui avait démarré, on le rappelle, avec un Franck Ribéry arrivé en tant que superstar après sa fin de son aventure au Bayern. Donc de boucler un petit peu cette aventure-là 3-4 ans après, ça serait quand même un beau message. Et puis avec un Paladino aussi qui viendrait lancer véritablement sa carrière d'entraîneur, lui qui a fini de jouer, on le disait en début d'émission, il y a même pas 15 ans. Ouais, ouais, non, non, c'est un tout jeune coach. Pour terminer, bon, voilà, on en parle, mais si tu dois te mouiller un petit peu sur un prono sur la fin de saison de la Fiorentina, tu les vois arriver où? Cette fille-là, pour moi, elle peut accrocher l'Europa League. Je la vois dans le top 5, peut-être un peu trop juste pour ce top 4, qui est notamment très armé offensivement. Je pense à l'Inter, le Napoli et l'Atalanta. Je vois bien la Juve être capable d'aller prendre cette dernière place
qualificatif pour la Ligue des Champions. Donc une cinquième ou une sixième place serait honorable. Et puis après, c'est l'éternel débat chaque saison, mais les gros clubs du Nord ne se soucient plus forcément de la Coppa Italia comme ils le faisaient avant. Alors pourquoi pas aussi un premier trophée pour Palladino à la Fiorentina avec une Coppa Italia à les prendre rapidement. Parce que c'est vrai qu'en Conference League, si Chelsea se met en face de la Fiorentina en finale, je pense que les Blues auraient peut-être c'est pas ce surplus d'expérience, mais cette intensité physique de la première ligue qui leur permettrait de gagner ce trophée. Ouais, voilà, bah écoute, moi je serais bien content aussi si la Fiorentina arrive à décrocher une coupe, quoi que ce soit Conference League ou Coppa Italia, et qu'elle continue sur sa lancée. En tout cas, c'est un véritable vent de fraîcheur sur le championnat. Théo, je te remercie de m'avoir accompagné sur cette émission, puis on se revoit très prochainement pour d'autres podcasts. Merci Théo, ciao, ciao. Merci Gibo, salut tout le monde.